Quelques heures après avoir accouché seule, ma mère a envoyé un message: les enfants de ta sœur attendent de nouveaux téléphones pour leur anniversaire. Envoie $2000. Je n'ai pas répondu. Une semaine plus tard, je suis rentrée à la maison et ma mère est entrée en criant: comment as-tu pu? J'étais vraiment en colère et mon mari me tenait la main quand les contractions ont commencé, puis son téléphone a sonné. Son père avait fait un malaise sur un chantier à Marseille et c'est ainsi que Dororik est parti. À 37 semaines de grossesse, debout dans notre cuisine à Lyon, je l'ai regardé partir au loin au volant de sa voiture à 23 heures. Il n'arrêtait pas de dire: je serai de retour avant que le bébé n'arrive. Sophie, je te le promets. Mais voici la chose avec les promesses et les bébés, aucun des deux ne se soucie de votre emploi du temps. Et vous savez qui d'autre s'en moquait? Ma mère. Mais je m'avance. Laissez-moi revenir en arrière. Je m'appelle Sophie. J'ai 26 ans et j'ai grandi dans une famille où j'étais essentiellement le distributeur automatique avec un cœur qui bat. J'ai une sœur aînée, Bérénice, qui a 31 ans et 3 enfants. Et, d'une manière ou d'une autre, chaque urgence financière dans la vie de Bérénice est devenue mon problème. De nouvelles chaussures d'école? Appelle Sophie. Paiement de voiture en retard? Sophie s'en chargera. Et derrière chacune de ces requêtes se tenait ma mère, Denise, comme un général commandant ses troupes. Maintenant, ne vous méprenez pas. J'aime ma mère. Ou du moins, j'aime l'idée de ce que devrait être une mère. Mais Denise avait décidé il y a longtemps que Bérénice était l'enfant d'or et moi, l'esclave. Bérénice est tombée enceinte à 19 ans, a abandonné ses études à l'IUT, et ma mère l'a traitée comme si elle avait remporté le prix Nobel. Je me suis payé mes études, j'ai décroché un bon poste dans une compagnie d'assurance, j'ai épousé un homme bien, et pourtant, j'étais toujours celle qui devait en faire plus pour cette famille. Vous avez déjà quelqu'un comme ça dans votre vie? Quelqu'un qui vous vide et vous blâme ensuite d'être vide. Alors Dororik est parti pour Marseille un mardi soir. Son père, Émile, avait eu un problème cardiaque sur un chantier de construction. J'ai dit à Dororik d'y aller. Bien sûr que je lui ai dit d'y aller. Quel genre d'épouse serais-je si je ne l'avais pas fait? Émile avait besoin de lui. Mais je mentirais si je disais que je n'étais pas terrifiée. Premier bébé, seul dans une maison qui semblait soudain beaucoup trop grande et beaucoup trop silencieuse. Mercredi passa. Jeudi passa. Dororik appelait toutes les quelques heures. Émile était aux soins intensifs, stable, mais pas au mieux. Dororik semblait anéanti. Je lui ai dit que tout allait bien. Tout n'allait pas bien. J'avais mal au dos. Je ne pouvais pas dormir et je mangeais des céréales à chaque repas parce que rester debout assez longtemps pour cuisiner me semblait être un marathon. Puis le vendredi matin, il était 5h15. Mon travail a commencé dans mon lit et je suis restée allongée un instant à fixer le plafond en pensant: bien sûr que ça arrive maintenant. J'ai appelé Dororik en premier. Il n'a pas répondu. Décalage horaire, fatigue de l'hôpital, je ne sais pas. Je l'ai rappelé 3 fois. Rien. Alors, j'ai fait ce que je devais faire. J'ai appelé ma voisine Patricia, cette merveilleuse femme de 60 ans qui nous avait apporté un cake aux bananes quand nous avions emménagé. Patricia m'a conduite à l'hôpital de la Croix-Rousse dans son peignoir et ses pantoufles. Dieu la bénisse, roulant à 70 km/h dans une zone limitée à 50 tout en me disant de respirer. Maintenant, voici où je dois vous parler d'une autre personne. Ma grand-mère, la mère de mon père, Mamie Ruth, 81 ans, vit à Clermont-Ferrand, aussi vive d'esprit qu'un éclair, est la seule personne de ma famille qui m'ait jamais fait sentir que j'étais suffisante. Quand mon père est décédé il y a 6 ans, Mamie Ruth est devenue mon ancre. Elle ne pouvait plus venir jusqu'à Lyon, mais elle m'appelait tous les dimanches sans faute. Elle savait que Dororik était parti pour Marseille. Elle savait que j'étais nerveuse. Et à 6h30 ce vendredi matin, alors que j'étais transportée en salle de travail et d'accouchement, mon téléphone a vibré avec un SMS de Mamie Ruth: je prie depuis 5 heures. Tu vas y arriver ma belle. J'ai pleuré là, dans le fauteuil roulant. J'ai juste pleuré. Le travail a duré 14 heures. 14 heures, les amis.
Pas d'épidurale pendant les 9 premières, parce qu'au moment où j'en voulais une, les choses allaient trop vite. Je ne vais pas mâcher mes mots. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite de ma vie. Patricia est restée dans la salle d'attente pendant 7 de ces heures jusqu'à ce que je demande à une infirmière de la renvoyer chez elle. Et Dereric a finalement rappelé vers la 6e heure. Il sanglotait. Il se sentait horriblement mal. Son père était en train d'être transféré hors des soins intensifs et il essayait de prendre un vol retour, mais tout était complet ou avec des escales folles. Je lui ai dit que ce n'était pas grave. Je lui ai dit que j'étais forte. Et honnêtement, à cet instant, poussant à travers contraction après contraction sans personne pour me tenir la main, j'ai réalisé que j'étais effectivement forte. Plus forte que je ne me l'étais jamais accordée. À 19h48 ce vendredi, ma fille est née. 3,3 kilos avec les cheveux noirs de Dereric et mon menton têtu. Je l'ai appelée Lila parce que quand j'étais petite, Mamie Ruth avait un jardin plein de lilas, et elle me disait que c'étaient les fleurs les plus résistantes. Elles reviennent chaque année, quoi qu'il arrive. J'ai tenu Lila contre ma poitrine et j'ai senti que le monde entier pouvait brûler autour de moi et que ça n'aurait pas d'importance. Je l'avais. Elle était là. Nous avions réussi. Dereric a vu Lila pour la première fois par appel vidéo. Il était assis dans le couloir de l'hôpital à Marseille, pleurant si fort qu'il pouvait à peine parler. Il n'arrêtait pas de dire « Elle est parfaite. Tu es parfaite. Je suis tellement désolé. » Et je l'ai cru. Cet homme nous aimait. Il était juste tiraillé entre 2 urgences et je ne pouvais pas lui en vouloir pour ça. Maintenant, voici où l'histoire change. Êtes-vous prêts? Parce que moi, je ne l'étais pas. 3 heures après avoir accouché. 3 heures. Je suis allongée dans mon lit d'hôpital, Lila endormie sur ma poitrine, mon corps ayant l'impression d'avoir été frappé par un bus, et mon téléphone s'illumine. C'est un message de ma mère, de Denise. Voulez-vous savoir ce qu'il disait? Parce que quand je vous le dirai, vous réagirez comme moi. Il disait, les enfants de Bérénice attendent de nouveaux téléphones pour leur anniversaire le mois prochain. Peux-tu envoyer $2000? Ils en parlent toute la semaine. C'est tout. C'était le message. Pas de « Comment vas-tu ?» Pas de « Le bébé est arrivé ?» Pas de « Tu vas bien ?» $2000 pour des téléphones pour les enfants de ma sœur. 3 heures après avoir accouché seule, j'ai fixé ce message pendant un long moment. Et vous savez ce que j'ai fait? Absolument rien. Je n'ai pas répondu. J'ai retourné mon téléphone. J'ai embrassé le sommet de la tête de Lila et j'ai fermé les yeux. Vous pouvez croire ça? Honnêtement, dites-moi, qu'auriez-vous fait? Mais ce silence, ça a été l'allumette qui a mis le feu aux poudres. Parce que ma mère n'est pas une femme qui supporte bien d'être ignorée. Et ce qu'elle a fait quand je suis rentrée de l'hôpital une semaine plus tard, c'est là que tout a vraiment explosé. Ma mère s'est présentée à ma porte. Sans prévenir, sans appeler. Elle est simplement entrée. Elle avait toujours une clé de rechange de quand nous avions emménagé, ce qui, oui, je sais, j'aurais dû changer ses serrures il y a des lustres. J'étais assise sur le canapé, Lila dans mes bras, toujours dans ce brouillard de manque de sommeil et de nouvelle maternité. Et Denise est entrée par ma porte d'entrée, s'est tenue dans mon salon, et les premiers mots, les tout premiers mots qui sont sortis de sa bouche, ont été « Comment as-tu pu ? Comment as-tu pu ignorer ta propre famille quand elle avait besoin de toi ? Pas « Laisse-moi voir ma petite fille. » Pas « Comment s'est passé l'accouchement ? Comment as-tu pu ? » Quelque chose en moi a simplement craqué. Je ne suis pas fière de ce qui s'est passé ensuite, mais peut-être que je le suis. Je ne sais honnêtement toujours pas, mais je vais vous dire exactement ce que j'ai fait parce que je me suis promis d'être honnête en partageant cette histoire. J'ai déposé doucement Lila dans son berceau. Je me suis levée. Mes jambes tremblaient. Que ce soit d'épuisement ou de colère, je ne saurais toujours pas le dire. Et je me suis avancée droit vers ma mère, je l'ai regardée droit dans les yeux, et je l'ai giflée. Je sais. Je sais. Avant de me juger, écoutez-moi. 26 ans. 26 ans à être en seconde position,
à être celle sur qui on compte, la silencieuse, celle qui signe les chèques et qui n'a jamais un merci. 26 ans à regarder Bérénice être félicitée pour avoir fait le minimum tandis que je me tuais au travail. Et cette femme n'a même pas pu reconnaître que sa plus jeune fille venait de mettre une vie au monde seule. La gifle n'était pas forte. Elle n'était pas violente, mais elle était sonore. Et le regard sur le visage de ma mère, je ne l'oublierai jamais tant que je vivrai. Elle est restée là, la main sur sa joue, la bouche ouverte comme si l'univers avait bugué. Puis elle a dit, « Tu m'as frappé. Tu m'as vraiment frappé. » Et j'ai répondu, « Et toi, tu as vraiment oublié que j'existe. » Alors je suppose que nous sommes toutes les deux surprises. Pensez-vous que j'ai eu tort de faire ça? Parce que certains jours, je pense que oui. Et certains jours, je pense que c'était 26 ans de retard. Dites-moi. Denise est partie. Elle n'a pas claqué la porte. Elle est simplement sortie comme un fantôme. Et je suis restée là, tremblante, agrippée au comptoir de la cuisine, et j'ai appelé la seule personne à qui je voulais parler, Mamie Ruth. Mamie Ruth a décroché à la première sonnerie, comme toujours. Et je lui ai tout raconté, le message, la gifle, tout. Et vous savez ce que Mamie Ruth a dit? Elle a été silencieuse un instant puis elle a dit, « Eh bien, Sophie, je ne cautionne pas les coups, mais j'attends que tu te défendes depuis environ 15 ans. Alors, je ne vais pas rester assise ici à faire semblant d'être choquée. » Cette femme, je le jure, elle est la seule raison pour laquelle je ne me suis pas complètement effondrée. Mais voici ce à quoi je ne m'attendais pas. Ce que je n'avais pas vu venir. Parce que alors que je pensais que le plus dur était passé, ma mère ne faisait que commencer. Et le stress qui s'accumulait, était sur le point de m'envoyer quelque part où je ne pensais jamais aller. Je vous dirai ce qui s'est passé ensuite, car c'est la partie qui m'a presque brisée, et elle implique un appel de Bérénice qui a fait passer le message de ma mère pour une lettre d'amour. Restez avec moi. Alors, après la gifle, ma mère s'est tue. Et si vous pensez que c'était paisible, vous ne connaissez pas Denise. Son silence n'est pas une retraite. C'est une recharge. 4 jours de rien. Juste moi et Lila seuls à apprendre à nous connaître. De Rurik toujours à Marseille avec Émile. Mamie Ruth appelait tous les jours, glissant ses vraies questions entre les demandes concernant Lila. Tu manges, Sophie? Tu as dormi? J'esquivais. Elle me laissait faire. Mamie Ruth sait toujours quand insister et quand simplement être là. Puis Bérénice a appelé. Ma sœur n'est pas cruelle exprès. Elle est juste complètement aveugle au fait que les autres ont des sentiments. Maman l'a élevée comme ça. Bérénice n'a jamais eu à penser aux autres parce que Denise s'occupait de tout et que je finançais ce que Denise ne pouvait pas. Les premiers mots de Bérénice n'ont pas été des félicitations. C'était « Maman m'a dit ce que tu as fait ». J'ai dit « Tant mieux ». L'ancienne Sophie se serait excusée, mais l'ancienne Sophie a accouché seule et a reçu une facture 3 heures plus tard. L'ancienne Sophie est à la retraite. Bérénice s'est emportée sur tout ce que maman faisait pour moi. Comme je suis ingrate. J'ai dit, Bérénice, le premier message de maman après que j'ai accouché seule était de demander 2000 $ pour les téléphones de tes enfants. Et Bérénice a dit, je le jure sur ma vie. Eh bien, les enfants ont vraiment besoin de nouveaux téléphones, Sophie. Ce rire creux est sorti de moi. Vous savez, celui où votre âme quitte brièvement votre corps. J'ai raccroché sans un mot de plus. Puis, parce que j'aime apparemment les punitions, j'ai appelé Denise. Peut-être que j'ai pensé que les bons mots finiraient par passer. Elle a répondu, j'espère que tu appelles pour t'excuser. J'ai essayé d'expliquer l'accouchement, la solitude, le message. Elle a dit, les enfants de ta sœur sont aussi de la famille. Ou as-tu oublié? J'ai explosé. Pas de colère contrôlée. Le genre désordonné, en pleurant, en criant, la voix brisée. J'ai dit des choses que j'avais enfouies pendant des années. Qu'elle n'était jamais venue pour moi. Que papa était le seul parent qui m'aimait également. Et quand il est mort, j'ai perdu mon seul vrai parent. Elle a dit, c'est la chose la plus ingrate que tu m'aies jamais dite.
Je me suis assise sur le carrelage de la cuisine et j'ai pleuré jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Et puis les messages ont commencé, pas d'excuses. Des choses comme « Bérénice est dévastée que tu aies raccroché » et tes nièces pensent que Tati Sophie ne les aime plus. Chacun un petit couteau dans ma poitrine. Je sais ce que vous pensez. Bloque-la. Et vous avez raison, mais quand c'est amer, il y a cet espoir stupide que le prochain message pourrait enfin être des excuses. Ça n'a jamais été le cas. Le stress et un corps postpartum ne font pas bon ménage. Personne ne m'a prévenu de ça. 8 jours après la naissance de Lila, j'étais en train de lui changer la couche et la pièce s'est inclinée sur le côté. Ma vision est devenue tachetée. Une seule pensée, ne laisse pas tomber ce bébé. J'ai mis Lila dans le berceau. Puis je me suis effondrée au sol. Quand j'ai repris connaissance, j'ai rampé jusqu'à mon téléphone et j'ai appelé Patricia. Quelques minutes plus tard, elle était là. Elle a jeté un œil et a dit « À l'hôpital maintenant. Tension artérielle à son maximum. Gravement déshydratée. Complications postpartum aggravées par un stress extrême. » Le docteur Patel m'a dit clairement les choses, quelle que soit la cause de ce stress doit cesser aujourd'hui. Et de Rurik, il avait finalement pris un avion, avait appelé son frère Vincent pour gérer Émile, et avait pris le vol de nuit. Quand il est entré dans ma chambre d'hôpital à 6 heures du matin, hirsute et anéanti, je me suis juste effondrée. Le genre de pleurs que vous avez quand quelqu'un arrive enfin et que vous pouvez arrêter de faire semblant que tout va bien. Je lui ai tout dit, chaque détail. J'ai vu quelque chose changer derrière ses yeux. Quelque chose de durcir, il a dit calmement, « C'est fini, Sophie. » Pendant que je dormais, il a appelé une agente immobilière. Il a commencé à chercher des logements à Saint-Étienne, à 2 heures au sud, près de Mamie-Ruth à Clermont-Ferrand, assez loin pour que Denise ne puisse plus simplement entrer par la porte d'entrée. Il a dit, « Je veux que nous vivions quelque part où ton téléphone ne te rend pas malade. » J'ai pensé aux lilas de Mamie-Ruth, comment ils reviennent toujours, mais parfois même les lilas ont besoin d'un nouveau sol. J'ai dit, oui, mais partir ne se ferait pas sans histoire. Ma mère a appris que j'étais à l'hôpital et ce qu'elle a fait ensuite. Honnêtement, je n'arrive toujours pas à le croire. Cela a tout changé entre nous. Pensez-vous que de Rurik avait raison de prendre cette décision? Certains pourraient appeler cela contrôlant. J'appelle cela la première fois que quelqu'un m'a aimé assez pour prendre le volant quand j'étais trop épuisée pour diriger. Qu'en pensez-vous? Je vous dirai la suite très bientôt. Alors, je suis dans un lit d'hôpital, dormant enfin. De Rurik sur la chaise avec Lila sur sa poitrine et la porte s'ouvre. Denise. Elle est entrée, m'a vu branchée à des perfusions, a vu de Rurik tenir Lila pour la première fois, et a dit, « Alors maintenant, tu es à l'hôpital. » C'est l'attention que tu voulais? De Rurik s'est levé si vite que la chaise a raclé le sol. Il n'a pas crié. Il a dit, bas et calmement, « Denise, quittez cette chambre tout de suite. » Excusez-moi. C'est ma fille. Agissez comme sa mère, car vous êtes la raison pour laquelle elle est ici. Avez-vous déjà vu quelqu'un être frappé par la vérité si fort qu'il recule physiquement? C'est ce que Denise a fait. Et pendant une demi-seconde, quelque chose a vacillé sur son visage, presque comme de la honte. Mais Denise ne connaît pas la honte. Il s'est tourné vers moi. « Tu vas le laisser me parler comme ça? » Et j'ai dit depuis mon lit d'hôpital, avec une perfusion dans le bras, il a dit ce que j'essaie de dire depuis 26 ans. Tu n'écoutais jamais quand ça venait de moi. Elle est partie. Sans claquer la porte, sans scène. Mais j'ai remarqué que ses épaules se sont affaissées en sortant. J'ai noté cela. De Rurik s'est tourné vers moi et a dit, « Saint-Étienne me semble vraiment une bonne idée maintenant. » J'ai ri, un vrai rire. 2 jours plus tard, je suis sortie. De Rurik avait déjà trouvé une location, une petite maison de 3 chambres près de Saint-Étienne. Rien d'extraordinaire, mais il y avait un porche et un jardin, et c'était à 2 heures de la clé de rechange de Denise. Il avait géré tout pendant ma convalescence. Déménageur, bail, service public, comme une opération militaire. Nous avons quitté Lyon un mardi matin. Je n'ai dit ni à maman, ni à Bérénice, j'ai seulement dit à Mamie Ruth, et elle a dit, bien.
Arrête-toi à Clermont-Ferrand en passant. J'ai fait une tarte. Elle a tenu Lila pour la première fois dans sa cuisine, avec encore des fleurs sur son tablier. Elle a regardé ma fille et a dit, « Elle a ton obstination, je peux déjà le dire. » Puis elle m'a regardé. « Ton papa serait si fier, ma belle. » J'ai failli fondre à cause de la tarte aux abricots. Le premier mois à Saint-Étienne a été magnifiquement ennuyeux. Dereric a été transféré à la succursale locale de son entreprise. Je me suis concentrée sur Lila, sur le sommeil, sur manger de vrais repas, sur passer une journée entière sans que mon estomac ne se contracte quand mon téléphone vibrait. Mamie Ruth est venue 2 fois. 81 ans, en bus. Vous imaginez? Elle tenait Lila et racontait des histoires sur mon père quand il était petit. Et Denise, 3 semaines de silence. Puis une nuit, j'ai appris que vous aviez déménagé. Je n'ai pas répondu. Une semaine plus tard, Mamie Ruth m'a montré une photo de Lila. Elle ressemble à ton père. Vous voyez ce qui se passait? Je ne l'ai pas vu au début. J'étais trop habituée à Denise, la machine à culpabiliser, pour reconnaître ce que c'était. Ce n'étaient pas des attaques. C'étaient des tentatives. Des tentatives maladroites, imparfaites. Dereric l'a vu avant moi. Il a dit, « Je pense que ta mère essaie, Sophie. Elle est juste nulle pour ça. » 2 mois plus tard, Bérénice a appelé. Et celle-ci m'a stupéfaite. Aucune accusation, aucune exigence. Elle a dit, « Je crois que je te dois des excuses. » J'ai vérifié mon écran pour m'assurer que c'était bien Bérénice. Elle m'a dit que Mamie Ruth l'avait appelée. Elle n'a pas crié. Mamie Ruth ne crie pas, mais elle lui a vraiment parlé. Elle lui a dit des choses sur ce que je ressentais en grandissant. Des choses que je lui avais confiées au fil des ans. Bérénice a dit, « Je n'avais pas réalisé que je te prenais toute ma vie. Je pensais que c'était juste comme ça que notre famille fonctionnait. » Honnêtement, c'est peut-être la chose la plus vraie qu'elle ait jamais dite. Je ne lui ai pas pardonné sur le champ. Mais j'ai dit, « Merci d'avoir dit ça. » Et je le pensais. Puis l'appel qui a tout changé. 3 mois après notre déménagement, un samedi matin, Dereric faisait des crêpes. Lila fixait le ventilateur de plafond comme si c'était la plus grande invention jamais créée. Mon téléphone a sonné. Denise. Il pleurait. Pas le genre manipulateur. C'était brut, laid et à peine cohérent. Elle a dit, « Je suis allée voir Mamie Ruth. Elle m'a fait asseoir et m'a dit tout ce que je t'avais fait. Elle avait une liste, Sophie. Depuis que tu étais petite. Et je suis restée là à écouter et... » Sa voix s'est brisée. Je ne savais pas que j'étais ce genre de personne. Je me tenais dans ma cuisine, tenant le téléphone à 2 mains, des larmes sur mon visage, les pancakes brûlants parce que Dereric avait arrêté de les retourner. Elle a dit, « Je ne te demande pas de me pardonner maintenant, mais j'ai besoin que tu saches que je vois enfin. » Mamie Ruth, 81 ans, cuisinière de tartes aux abricots, voyageuse en bus, guerrière silencieuse. Elle a tenu le miroir et n'a pas laissé Denise détourner le regard. Elle a fait en une conversation ce que je n'ai pas pu faire en 26 ans. J'ai dit, « D'accord, maman. » Alors, parce qu'on ne peut pas déballer 26 ans en un seul appel téléphonique, peu importe le nombre de larmes, n'est-ce pas? Mais quelque chose s'est fissuré comme une porte peinte fermée pendant des années, laissant enfin passer un filet de lumière. Denise a commencé une thérapie, ce qui, si vous connaissiez ma mère, équivaut à son ascension de l'Everest. Bérénice et moi avons commencé à nous envoyer des SMS. Rien de profond. Elle envoyait des photos de ses enfants. J'envoyais des vidéos de Lila se retournant. Sexgiving. Nous avons conduit jusqu'à Clermont-Ferrand. La maison de Mamie Ruth. 2 voitures supplémentaires dans l'allée. Celle de Denise et celle de Bérénice. J'ai regardé Dereric. Il m'a serré la main. Denise m'a rencontré dans le couloir. Elle avait l'air différente, plus petite, plus douce. Pas de grands discours. Elle a juste dit, « Puis-je tenir ma petite fille ?»
J'ai placé Lila dans ses bras et j'ai regardé ma mère regarder ma fille avec l'expression que j'avais désirée toute ma vie. Comme si elle était suffisante. Mamie Ruth a croisé mon regard depuis la cuisine et m'a fait un petit signe de tête. Juste un signe de tête, mais il disait tout. Le dîner était maladroit, imparfait et réel. Bérénice m'a passé les petits pains sans qu'on lui demande, ce qui semble petit, mais ne l'était pas. Denise a à peine mangé parce qu'elle n'arrêtait pas de fixer Lila. Rurik et Mamie Ruth se sont disputés au sujet du football. Sommes-nous parfaits maintenant? Denise dit toujours la mauvaise chose parfois. Je sursaute toujours quand mon téléphone affiche « Maman ». Peut-être que je le ferai toujours, mais nous essayons. Nous tous. Mamie Ruth m'a dit cette nuit-là sur son porche, les familles ne se construisent pas une seule fois. Sophie, elles se brisent et tu les reconstruis. Parfois en mieux. Lila a presque 8 mois. Nous sommes toujours à Saint-Étienne. Et chaque dimanche à 14h précise, mon téléphone sonne. Mamie Ruth. La première chose qu'elle dit, comment vont mes filles? Et pour la première fois de ma vie, quand je dis, nous allons bien, mamie, je le pense. Alors voilà mon histoire. Si vous êtes la Sophie de votre famille, celle qui donne tout et n'est jamais vue. Se défendre ne fait pas de vous le méchant, même quand ils le disent. Si vous avez aimé cela, laissez un pouce bleu. Ça signifie plus que vous ne le pensez. Et si vous auriez géré les choses différemment, dites-le moi dans les commentaires. Je veux connaître votre point de vue. Chaque famille est différente. Merci d'avoir regardé. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Maintenant, allez appeler votre grand-mère. Sérieusement.